Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Louis Touraine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vais d'abord vous présenter, ensuite vous passer la parole pour une intervention, on avait dit, donc de 40 minutes à peu près. Alors, Jean-Louis Touraine, quand je vous ai demandé quelques lignes pour vous présenter, je ne pensais pas recevoir une présentation aussi succincte. Et j'ai donc décidé de ne pas m'y cantonner, quitte à ne pas respecter votre modestie naturelle. Votre parcours se divise en deux activités notables, celle d'un professeur de médecine et celle d'un homme politique. Alors d'abord, comme professeur de médecine, vous avez à la fois piloté des recherches et dirigé des services à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Vous avez procédé à des interventions innovantes en matière de greffe, notamment sur le rein, le pancréas, le foie, la moelle osseuse. Vous avez mis au point des tests immunologiques et sauvé de nombreux enfants bulles atteints de déficit immunitaire. Vous avez même effectué en 1976 la première greffe mondiale de foie fœtal avec succès. Si je tenais à parler de cela, très brièvement au regard de ce que vous avez réalisé, c'est pour montrer que le combat pour la vie, vous connaissez bien, et que les opposants à l'aide à mourir en fin de vie, qui dans la foulée du pape pensent qu'une telle loi revient à traiter les êtres humains comme des déchets, n'ont rien compris à cette démarche. Vous avez également publié, vous êtes l'auteur de 35 livres et de plus de 1000 publications scientifiques. En matière de grand public, vous avez écrit 3 livres, dont Donner la vie, choisir sa mort, paru chez RS en 2019, et Pour Sophie et tous les autres, Enquête pour le droit de choisir sa mort, avec Angèle Delbecq et Marc Lienter chez Pépers et l'Harmattan en 2023. Maintenant, le côté homme politique. Vous avez été député du Rhône pendant 15 ans, premier adjoint au maire de Lyon pendant 13 ans. Le combat long et laborieux parlementaire, vous connaissez bien aussi. Mais en matière de longueur et de difficulté de parcours, là, je crois que vous êtes servi. Et je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant qu'il est exceptionnel de voir une loi attendue par l'écrasante majorité de la population, adoptée dans de nombreux autres pays, connaître un parcours aussi long et semé d'embûches. Alors, je vous remercie d'avoir accepté de faire le point avec nous pour essayer d'évaluer si nous avons ou non une chance de voir cette loi enfin adoptée. Et je vous passe la parole. Mille merci, cher ami. Merci à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Et merci de consacrer ce moment pour une réflexion sur un sujet qui n'est pas triste, contrairement à ce que beaucoup croient. Penser à sa propre mort, c'est simplement faire preuve de réalisme. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes tous mortels, comme tous les êtres vivants d'ailleurs, et que depuis l'Antiquité, et les philosophes grecs ou latins, on sait qu'il vaut mieux penser de temps en temps, pas tous les jours, à sa finitude et aux modalités de sa mort, plutôt que de la subir par surprise et sans y avoir été préparé. C'est ce que certains appelaient apprivoiser la mort, qui veut dire que celle-ci est inéluctable, mais elle n'est pas forcément un événement tragique si on accepte de le considérer comme une partie de la vie, bien évidemment qu'on souhaite tous, après une longue vie épanouie et où on ait pu réaliser les choses les plus utiles. Ma devise est que faire est plus important que d'être et qu'être est plus important qu'avoir. Je veux dire par là que si, comme le disait Albert Camus, la vie est un peu absurde, par contre, chacun d'entre nous, nous avons le pouvoir de nous engager pour des causes qui nous passionnent et donc donner un sens à notre vie. Donc la vie en général n'a peut-être pas une finalité quelconque, mais notre vie individuelle peut être utile au bien des autres. Et ça, c'est, je crois, quelque chose d'important. Ça vous explique pourquoi j'ai considéré de mon devoir de m'engager pour certaines causes, et celle-ci en particulier. Vous avez dit tout à l'heure, et je vous en remercie avec trop de gentillesse, que j'étais modeste. J'espère être digne de votre qualificatif, mais très sincèrement, comment dire,
très sincèrement, ce n'est pas de la fausse modestie. Tout à l'heure, vous citiez des choses que j'ai pu faire. Non, je n'ai pas fait de choses extraordinaires. J'ai simplement fait ce qu'un médecin qui veut accompagner du mieux possible ses malades doit et peut faire. Quand on peut sauver des malades, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, voire même d'ailleurs des fœtus, puisque j'ai aussi mis au point des traitements qu'on peut appliquer avant la naissance pour les fœtus qui ont des maladies gravissimes. Quel que soit le moment où on applique ça, on est infiniment heureux d'apporter des solutions thérapeutiques aux patients. Par contre, quand euh, la fin de vie approche, quand une maladie incurable a progressé, qu'il n'y a devant soi plus que l'agonie, laquelle peut être douloureuse, physiquement, psychiquement, ou même accompagnée d'une angoisse existentielle. On pourra revenir sur ces mots plus tard si vous le souhaitez. Parce qu'on parle toujours de la douleur physique et psychique, mais on oublie de parler de cette souffrance existentielle qui existe chez certains malades en fin de vie. Quoi qu'il en soit, quand tout cela arrive, eh bien, il faut se poser la question, chacun d'entre nous, est-ce qu'on subit la fin que le destin nous a préparée, avec son cortège de souffrances et de difficultés, ou est-ce qu'à un moment donné, on veut y mettre un terme? Moi, je n'ai pas la réponse universelle pour ça. Je vais même plus loin. Je suis certain que personne n'a une réponse universelle. Je dirais même, étant médecin, que la réponse qui m'a été apprise quand j'étais étudiant en médecine, et que je vois encore chez certains médecins d'aujourd'hui, cette réponse n'est pas opportune. Cette réponse était de repousser la mort le plus loin possible, toujours et contre tous les événements. Ceci était une forme peut-être de sentiment de toute puissance médicale, au moment où on voyait les progrès qu'avait accompli la médecine au XXe siècle. C'était au mieux une forme, on va dire, de... Oh, je trouve plus le mot, mais c'était parfois du paternalisme, euh, où le médecin décidait à la place du malade. Le médecin considérait que tel malade, bah, il pouvait encore vivre, donc on continuait à le faire vivre, même avec de l'acharnement thérapeutique. Et puis, de temps en temps, le médecin disait, oh, bah, celui-là, non, ça n'a plus aucun sens. On va lui appliquer ce qu'on appelait à l'époque le cocktail lytique, c'est-à-dire une solution perfusée qui entraînait la mort immédiatement. Ceci n'était pas légitime. Le malade n'avait pas été consulté. Comment se faisait-il que c'était le médecin qui décidait? C'était pas plus légitime qu'à l'époque de l'Inquisition, quand c'était les autorités ecclésiastiques qui décidaient de brûler sur le bûcher telle ou telle personne parce qu'elle n'avait pas les mêmes croyances ou les mêmes propos que ceux prônés par cette institution. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort, je dis simplement que chacun d'entre nous doit avoir la modestie de respecter le point de vue différent de l'autre. Et s'il y a une chose sur laquelle on peut être certaine, c'est bien qu'il n'y a pas une unanimité de point de vue sur les conditions de fin de vie. Il y a des gens qui veulent impérativement se battre, même au terme de maladies de Charcot très pénibles, et j'en ai connu, qui veulent continuer à grignoter quelques demi-journées de survie en plus. Et nous devons les respecter. Nous devons aller dans leur sens. À côté de ça, il y en a d'autres qui disent, comme Anne Baer, la journaliste qui expliquait, j'aime la vie. Et si au monde il y a un malade qui peut me guérir, un médecin, pardon, qui peut me guérir de maladie de Charcot, j'irai, même s'il est au trop bout du monde, j'irai le voir. Mais non, tous les médecins que j'ai vus m'ont dit, votre destin est inéluctable vers la mort à brève échéance. Et c'est là où il dit, ben, j'aime trop la vie pour subir une mort infernale, pénible. Et donc, je veux mettre un terme. Moi-même, elle est allée en Belgique pour solliciter une euthanasie. Et je crois que le fond de la question est ici. La loi dont vous parlez, c'est une loi de liberté. Je crois qu'il faut le répéter. C'est une loi de droit de l'homme.
de droits des malades en fin de vie. Nous n'avons pas encore, même étant dans le pays des droits de l'homme, nous n'avons pas encore donné tous les droits nécessaires. On le voit bien dans l'actualité aujourd'hui, certains des droits des enfants à être entendus ne sont pas parfaitement respectés. Les droits des femmes ont progressé, mais ils ne sont pas encore au niveau souhaitable. Les droits des malades ont progressé aussi. Rappelons-nous la loi Kouchner qui permet aux malades de refuser des traitements s'ils ne les veulent pas. C'est tout récent, c'était en 2002. Jusque-là, le malade était obligé d'accepter les traitements imposés par son médecin. Et je vais plus loin. Le médecin était quasiment obligé d'appliquer des soins, même s'il savait que ça entraînerait aucune guérison, et seulement une très minime prolongation, parce que s'il ne le faisait pas, il était accusé de non-assistance à personne en danger. Donc vous voyez qu'on vient d'un temps qui n'est pas loin, la fin du XXe siècle, où les médecins étaient obligés de soigner même des gens qui n'en pouvaient plus et qui attendaient la mort comme une délivrance. Le malade n'avait pas le droit de refuser les soins de prolongation qui leur étaient imposés. Et de plus, dans les services hospitaliers, quelques médecins, de temps en temps, décidaient, tout seuls, que quelqu'un allait recevoir l'administration d'un produit létal, et ceci sans que la personne ait été consultée. Quelquefois, la famille était informée, avant ou après le geste létal. Mais le malade n'était pas sollicité. Je sais bien que certains des malades en fin de vie ne sont plus conscients, donc ce n'est pas toujours facile de les consulter. Mais quoi qu'il en soit, l'attitude était la décision médicale seule. Et ceci doit être modifié et le plus vite possible. Vous l'avez dit, la France, qui se targue d'être le pays des droits de l'homme, espérait être parmi les pays pionniers dans ce droit au choix individuel pour savoir comment terminer sa vie. Bon, malheureusement, le sort en a décidé autrement. Vous le savez d'ailleurs, la France n'était pas le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes, ni l'accès à l'IVG, ni beaucoup d'autres droits. Donc ça fait déjà un certain temps que la France n'est pas pionnière en matière de nouveaux droits pour les humains. C'est comme ça, qu'on le regrette ou pas, il faut l'entendre. Il y a une certaine forme de conservatisme dans la société française. Je dirais plutôt d'ailleurs dans certaines élites françaises. Parce que ce que je vous dis, et quand vous le constatez pour une loi qui est travaillée maintenant depuis près de 4 ans et qui n'est toujours pas définitivement votée, et qui déjà d'ailleurs avait été évoquée il y a un demi-siècle. C'est bien plus que ça, vous voyez, un demi-siècle, par le sénateur Caillavet, qui avait proposé au Sénat le premier texte sur la fin de vie. Bon. Tout ce temps-là n'a pas permis d'aboutir complètement. Donc on voit bien que la France n'est plus pionnière dans ces questions. Elle fait du suivisme, elle est après les autres. C'est un peu triste pour notre fierté nationale, c'est surtout triste pour les malades qui attendent ce progrès, de pouvoir choisir leur fin de vie. Et puis, c'est triste aussi pour ceux des soignants qui voudraient entendre complètement et accompagner leurs malades dans les meilleures conditions possibles. Quoi qu'il en soit, le corollaire de cela, c'est-à-dire que les autres pays nous ont précédés dans presque toutes les démocraties qui existent. Eh bien, le corollaire, c'est que maintenant, on peut avoir une expérience. On a une expérience où on sait, d'après les lois de tous les autres pays, comment on peut faire sans risque de dérive, sans inconvénients et de façon bénéfique pour tout le monde. Donc c'est le texte de loi qui est discuté en ce moment même dans sa dernière lecture à l'Assemblée nationale et qui va, je l'espère, être voté avant l'été. Ou du moins au début de l'été, pardon, parce qu'avant l'été, c'est un peu court, mais au début de l'été, peut-être le 15 juillet. C'est quelque chose qui est important en termes de droits de l'homme. Mais c'est également important,
si on veut faire respecter notre devise républicaine. Nous sommes depuis 1789 très attachés à la liberté, l'égalité, la fraternité. Bon. La liberté de choix d'un malade, il me semble que c'est bien lui laisser la possibilité de dire je veux ou je ne veux pas de cette agonie. C'est bien la liberté, ça. Si on lui impose de vivre, imposer, je crois que c'était Stephen Hawking, vous savez, le grand astrophysicien, qui disait imposer à quelqu'un de devoir vivre contre sa volonté, il parlait de personnes malades en fin de vie, mais lui imposer, leur imposer de devoir vivre contre leur gré représente l'affront ultime. C'était un affront que l'on faisait à ces malades. Eh bien, je crois qu'il n'avait pas tort. C'est très privatif de liberté que d'imposer à quelqu'un de vivre contre son gré quand la maladie est en train de le faire souffrir terriblement et qu'elle est arrivée à son terme. C'est également, les conditions actuelles sont également une entrave à l'égalité. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, les gens qui veulent recourir à une aide active à mourir, que ce soit sous forme d'euthanasie, sous forme de suicide assisté, quelle que soit la modalité, toutes ces personnes peuvent aller en Belgique, en Suisse ou dans d'autres pays. L'Espagne ne permet pas aux étrangers d'aller chez eux parce qu'ils ont eu peur d'être submergés par les malades français qui seraient venus en cohorte pour bénéficier de leurs lois. Les Belges, je leur en suis reconnaissant, ont beaucoup accompagné de malades français dans des nombres très élevés et ils ont rendu un immense service à la France. Mais ils ne pensaient pas, quand ils ont voté cette loi il y a 22 ou 23 ans, qu'il faudrait attendre presque un quart de siècle avant que la France résolve son problème là-dessus. Ils sont d'accord pour aider les Français en souffrance, mais ils représentent un pays qui est quand même beaucoup plus petit que la France, et chaque fois qu'ils voient arriver un Français malade en fin de vie, eh ben, ils comprennent qu'il vient ici pour avoir une aide à mourir, et pour eux, c'est un poids, c'est une contrainte. J'ai même un médecin belge de mes amis qui me disait en souriant, quand je vois sur mon téléphone le préfixe 33, j'hésite avant de décrocher parce que je me dis c'est encore un de ces Français qui veut venir ici parce que leur pays ne leur apporte pas les solutions qu'ils veulent. Mais il le faisait quand même, il le faisait parce que justement c'était quelqu'un qui était très généreux et ouvert aux besoins exprimés par les uns ou par les autres. Donc on voit bien que l'égalité suppose qu'il n'y ait pas que les personnes fortunées, susceptibles de payer assez cher en Suisse, un peu moins cher en Belgique, mais il faut quand même faire le voyage souvent en ambulance, etc. Puis rapatrier le corps, enfin, tous ces frais qui sont élevés, vous le savez bien. Et donc, aujourd'hui, il y a une inégalité d'argent qui n'est pas acceptable, qui fait que dans une famille très peu fortunée, eh bien, il n'y a pas de possibilité de ces aides faites à l'étranger. Peut-être que vous avez vu un film de François Ozon qui s'appelle Tout s'est bien passé. Il raconte l'histoire d'une personne, qui est d'ailleurs une histoire que François Ozon connaît bien, puisque c'est arrivé à une famille amie de lui-même, d'une personne qui demande à bénéficier d'un suicide assisté en Belgique, et la personne, chef d'entreprise, envoie sa fille pour se renseigner. Et la fille, qui est jouée par Sophie Marceau, revient en France et dit à son père, ben voilà les conditions, comment ça se fait, il faut aller en ambulance là-bas, il faut faire telle et telle démarche, tel et tel papier, bon, elle explique tout. Et à la fin, le père lui dit, bon, bah, pour tout ça, ils doivent bien quand même te demander un peu d'argent. Elle dit, ah oui, ça coûte tant, bon, elle dit le montant et tout. Alors, le montant n'est pas très bas, hein, alors donc, le père dit, mais alors comment ils font les pauvres? Et Sophie Marceau de répondre, eh bien les pauvres, ils ne peuvent pas.
Alors le père dit, ben alors ils sont vraiment pauvres. L'air de dire, ils sont doublement pauvres. D'une part, ils n'ont pas d'argent pour vivre, mais en plus, ils n'ont même pas d'argent pour pouvoir mourir tranquillement. Et donc, vous voyez à quel point nous avons ceci. Donc, on est dans une situation tout à fait inconfortable de se dire qu'on repose sur nos pays voisins pour assurer les aides à mourir nécessaires à nos malades. Je crois que la troisième partie de la devise, c'est la fraternité. Eh bien, moi, il me semble, je sais bien que ceci, ce que je vais vous dire est contesté par certains. Certains disent que la fraternité, c'est d'imposer la vie à tout le monde, même dans la souffrance. Je ne crois pas. Je crois que la fraternité, c'est beaucoup plus humble que cela. La fraternité, c'est d'écouter son prochain, c'est d'écouter la personne à qui on veut témoigner son assistance, voire même parfois son amour, si c'est quelqu'un de très proche. Et être fraternel avec quelqu'un, c'est pas lui dire tu dois faire ceci ou je vais t'imposer cela. C'est lui dire qu'est-ce que toi tu souhaites, qu'est-ce que tu en penses. Et après la discussion appropriée, c'est de dire eh bien c'est toi qui décides et je ferai comme tu le souhaites parce que je suis fraternel et je comprends que ta décision, euh, c'est toi qui la prends et je t'aiderai à la réaliser. Il est évident que quelqu'un qui a des préventions contre l'aide à mourir ne sera jamais obligé de le réaliser. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la clause de conscience. Un médecin qui ne veut pas sera jamais forcé, un peu comme pour l'IVG. Par contre, il ne faudrait pas que certains se mettent en situation de blocage pour empêcher ceux qui veulent recourir à ces solutions d'aller jusqu'à la réalisation sous le prétexte que eux, euh, du corps soignant, n'ont pas les mêmes convictions. On n'a pas le droit d'imposer nos convictions aux autres. On n'a plus le droit. Nous ne sommes plus à une période où nos conceptions personnelles doivent être fortement euh, imposées, sans vergogne, sans discussion. Alors, dans tout ce que je vous dis, bien sûr, il y a des, des leçons à en tirer. Vous comprenez qu'une personne aidée à mourir va rencontrer dans sa famille des gens qui vont la comprendre et d'autres qui ne vont pas la comprendre. Nos amis belges qui ont une pratique de plus de 22 ans, quand ils voient les personnes en consultation avant, leur demandent toujours de revenir avec un de leurs proches qui accompagnera à la fin de vie. Il ne faut pas que ceci soit différé après la mort. Parce que les gens qui ont de la peine à accepter de perdre un proche vont être furieux que tout ceci ait été organisé en cachette. Donc il vaut mieux accepter la difficulté de la discussion préalable, et certains peuvent le regretter, mais au bout du compte, on peut toujours faire accepter, si on est raisonnable, que c'est la décision de la personne qui doit prévaloir. J'ai le droit de souhaiter que mon proche ne parte pas, parce que je l'aime et que je veux le garder le plus longtemps possible à côté de moi. J'ai ce droit, mais je n'ai pas le droit d'entraver sa décision. Et si lui n'en peut plus, eh bien, je dois me résigner. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est donc, euh, c'est donc quelque chose d'important que d'accompagner cela. Par ailleurs, dans les opposants, vous en avez de plusieurs catégories. Ils sont très minoritaires, mais on les entend très fort. Parce que souvent, ce sont les mêmes qu'on a entendus manifester dans la rue et défiler au moment du mariage pour tous, au moment de la PMA pour toutes, au moment même de l'IVG, pour remettre en cause l'IVG. Ils étaient contre la constitutionnalisation de la loi sur l'IVG, etc. Enfin, tous ces gens qui perdent bataille après bataille parce qu'ils sont d'un autre temps. On dirait qu'ils sont réactionnaires dans le sens où ils appartiennent au passé. Ils n'ont pas compris l'évolution de la société et les progrès sociétaux qui
toutes toutes ces dérives sont infiniment regrettables. Et donc, je crois que si on veut éviter de mauvaises évolutions, je pense qu'il faut donner la possibilité d'obtenir des doses majeures de morphine pour mettre un terme à leur vie. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, dans une démocratie, tous les malades qui affrontent une agonie particulièrement pénible puissent exprimer leur désir et, quand c'est nécessaire, qu'ils soient accompagnés. Voilà un petit peu ce que je voulais vous indiquer. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Il y aurait beaucoup de choses supplémentaires à dire sur ces questions-là. Peut-être une toute dernière chose, et puis après, je vous donne la parole pour des questions. C'est une autre anecdote qui est celle d'une ancienne ministre du temps de Jospin, Madame Paulette Guinchard, qui a développé une maladie neurodégénérative très grave, d'origine familiale, et elle savait à quel point c'était pénible pour elle, puisque son père et sa grand-mère paternelle en étaient décédés. Elle-même, elle avait signé une tribune contre l'euthanasie au début du XXIe siècle, en même temps que certains médecins, dont le professeur Aubry, qui s'occupe des soins palliatifs. Et dans cette tribune, elle était contre, en disant bah non, il vaut mieux se battre pour la vie que pour la mort. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais elle disait, en général, avec les soins palliatifs, on peut trouver des solutions. Il n'est pas nécessaire de recourir à la mort. Ce qui aurait pu être un espoir. Malheureusement, ce n'est pas ce que la réalité nous apprend. Et de fait, quand elle a eu cette maladie, eh ben, elle a dit à son mari, il faut que tu me trouves un médecin qui peut mettre un terme, parce que je sais trop à quel point cette maladie est horrible, je n'en peux plus. Alors le mari a cherché en France, il n'a pas trouvé de médecin, puisque le médecin qui l'aurait réalisé aurait été traduit devant le Conseil d'ordre des médecins. Donc il est allé en Belgique, et elle a été l'objet d'un suicide assisté à Berne quelques mois plus tard, non sans avoir prévenu beaucoup de monde, dans la sphère politique et en dehors, de son geste et de la nécessité de légiférer au plus vite pour qu'une loi permette à chaque malade de choisir. Eh bien, il se trouve que le médecin avec lequel elle a signé la tribune, le professeur Régis Aubry, qui est un homme très intelligent, très posé, très réfléchi, de Besançon, cet homme qui était initialement totalement opposé à l'euthanasie, puisqu'il pensait que les soins palliatifs pouvaient suffire. Mais il a réfléchi quand il a vu que une de ses patientes les plus prestigieuses avait eu recours au suicide assisté. Et puis il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup d'autres malades qui lui disaient mais merci pour les soins palliatifs que vous nous dispensez, mais on n'est pas venu pour ça. Nous, on veut en terminer, on n'en peut plus. Notre vie n'a plus de sens. Et donc, il a fait faire une étude très rigoureuse, très scientifique. Cette étude, elle a fait marquer sur un petit carnet le nom de tous les patients qui étaient entrés dans son service en demandant une aide active à mourir. Et ensuite, il est revenu les voir 1 ou 2 semaines plus tard, et il leur a dit, écoutez, maintenant que vous avez eu les soins palliatifs, est-ce que vous avez maintenant la possibilité d'accepter de continuer à vivre dans ces conditions-là? Eh bien, il a été surpris par le fait qu'un peu plus de 50% des gens lui disent non. Non, on n'est pas venu pour ça. Oui, votre service est très bien. Oui, votre personnel est très dévoué. Oui, vous faites en sorte que notre famille vienne nous visiter le plus souvent possible. Oui, quand on n'aime pas un plat pour tel repas, on nous le change et tout le monde est gentil avec nous. Mais être gentil avec nous, ça ne résout pas le problème fondamental. Nous n'en pourrons plus. Nous ne voulons plus faire face à cette maladie. Cette maladie nous ronge progressivement. Nous ne voulons pas subir ces effets d'une façon aussi pénible. Et donc, il a été surpris de voir que la majorité leur réclamait encore une aide active à mourir. Alors, il s'est dit, ben, il y en a quand même un petit peu moins de la moitié, mais quand même un certain nombre, qui, eux, semblent avoir changé d'avis. Il est allé parler avec eux. Il a vu que parmi toutes ces personnes qui ne réclamaient plus l'aide active à mourir, eh ben, certains ne la réclamaient pas, non pas parce qu'ils avaient été convaincus, mais simplement parce qu'ils avaient entendu dire par une infirmière ou un médecin que de toute façon, étant illégal en France,
personne ne leur ferait. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils se tapent la tête contre les murs à espérer quelque chose qui n'arriverait pas rapidement. Et donc, vous voyez bien que quand certaines personnes vous disent il suffit de développer des soins palliatifs, ce sont des personnes qui mentent. Les preuves scientifiques sont là, les soins palliatifs sont nécessaires, ne sont pas assez développés dans notre pays, mais ils ne remplacent pas la possibilité pour certains malades de vouloir bénéficier d'une aide active à mourir. Il faut l'un et l'autre. D'ailleurs, en Belgique, comme dans d'autres pays, l'aide active à mourir est un soin palliatif. Ça fait partie des soins palliatifs. Donc il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Les deux sont associés comme les deux doigts de la main. Chaque malade doit avoir le droit à pouvoir accéder à des soins palliatifs et le droit, s'il le souhaite, de pouvoir solliciter une aide active à mourir. Je m'arrête maintenant et je réponds à vos questions. Merci. Merci infiniment. Alors, j'espère qu'on n'aura pas trop de... Je voulais savoir si vous pensez qu'il y a eu, une femme égale est une association laïque, donc on s'intéresse beaucoup à l'action de lobbying de certaines religions. On sait que l'Église catholique a fait du lobbying et un lobbying très actif auprès des élus. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez pu le constater? Est-ce que vous y avez été soumis à ce lobbying? Et est-ce que ça vous a, enfin, est-ce que vous en avez été témoin personnellement? Je ne suis plus soumis à ce lobbying parce que maintenant j'ai été classé par les autorités ecclésiastiques comme probablement un peu proche de vous. Et en définitive, j'avais été en son temps convoqué, c'est le mot, par le cardinal Barbarin, qui était cardinal à Lyon, au moment où j'avais été nommé rapporteur pour la loi de bioéthique. On n'avait pas encore commencé l'examen de la loi, simplement, il avait entendu dire que j'étais rapporteur. Se méfiant un peu de moi, il m'a demandé de venir euh, dans ses bureaux et il a commencé par me dire, mon cher ami, on commence toujours comme ça, sachez que la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Je l'ai tout de suite démenti en lui disant que je respectais parfaitement son point de vue, que je lui donnais toute liberté pour le dire dans ses lieux de culte, mais dans tout le reste de la société française, il n'a pas le droit de dire que la loi d'un Dieu, quel qu'il soit, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, le Dieu des juifs, le Dieu des hindous, de qui vous voulez, euh, n'est pas, comment dire, ne dicte pas des lois supérieures. Il se trouve, et c'est logique, que pour certains préceptes moraux, il y a parfois, sur certains points, des similitudes. Alors, bien évidemment, mais c'est parce que c'est la loi des hommes. Ce sont les hommes qui la font, cette loi-là. D'ailleurs, il y a une ambiguïté avec la loi divine. Que je sache, et corrigez-moi si je me trompe, la plupart des églises, et notamment l'église des chrétiens, bénit les armées. Et je trouve très bien d'aider les gens qui comment dire, mettent leur vie en péril pour sauver leur pays. Mais quelquefois, il les exhorte à aller passer par le fil de l'épée, on disait à l'époque, les infidèles, dans les croisades ou ailleurs. Hein. Excusez-moi, mais si vous considérez que vous avez le droit de tuer des humains, comment pouvez-vous dire que ces gens qui veulent aider à mourir des malades qui meurent de leur maladie seraient des monstres qui ne respectent pas le commandement de tu ne tueras point? Parce que dans les circonstances dont nous parlons ici, ce n'est pas le médecin qui tue le malade, c'est la maladie. C'est très important. Vous allez le voir, la loi qui est actuellement, euh, qui vient d'être analysée dans la commission des affaires sociales pour la troisième lecture de l'Assemblée nationale et qui va passer dans l'hémicycle prochainement, cette loi a vu l'ajout d'un amendement qui avait déjà été introduit avant, mais qui avait été retiré parfois, qui est de dire que le malade qui est mort d'une aide active à mourir est réputé mort de cause naturelle. C'est très, très important. Je suis très attaché à cet amendement. Il ne faut pas que quiconque considère que c'est le médecin qui tue délibérément le malade.
c'est un malade que la maladie entraîne vers la mort. Vous le savez d'ailleurs déjà, sans qu'il y ait aucune loi d'aucune façon, le médecin en réanimation, qui sait que son malade n'a plus aucune chance, évidemment, à un moment, il lève le pied. Hein. Et on ne dit pas que ce médecin, il a tué son malade. Il sait bien que comment dire, quand la situation est irrémédiablement perdue, eh ben, il n'impose pas une souffrance additionnelle à son malade. Donc, donc je crois que je crains que les églises en général, euh, qui sont responsables d'une certaine mortalité au niveau du monde, parce que les guerres de religion sont parmi les plus mortifères qui existent parmi les guerres, euh, je pense qu'ils devraient trouver un autre argument pour essayer de culpabiliser les médecins qui veulent aider les malades à mourir que de leur dire attention,